Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir. Ce matin, parlons vrai avec Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe LR au Sénat. Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Le gouvernement complété, est-ce que vous avez des nouvelles? Vous avez des informations à nous donner? Vraiment, Jean-Jacques Bourdin, je comptais sur vous pour m'en apporter, parce que ce qui est stupéfiant quand même, c'est que je me souviens que Gabriel Attal a été nommé le 9 janvier, et nous serons demain le 9 janvier. Un mois, c'est du jamais vu. Et ça exprime finalement une forme d'amateurisme, parce que quand on modifie, quand on change le Premier ministre, quand on remanie un gouvernement, c'est stupéfiant de voir qu'il faille des semaines, des jours et des jours, alors qu'il y a tant d'enjeux, tant de défis qui attendent la France. Est-ce que des sénateurs LR vont quitter le Sénat pour entrer au gouvernement? Bah, écoutez, je ne le sais pas. C'est possible. Mais tout est possible aujourd'hui. Ce que je veux simplement... En politique, tout est possible. Ça, vous Bruno Retailleau, c'est sûr. Vous qui êtes un observateur avisé de la vie politique. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que le débauchage, ça abîme la politique. Vous voyez, moi, je pense que la politique, ce sont des convictions. Le débauchage laisse croire qu'entre la gauche, la droite, il n'y a plus de différence. Il y a une forme de relativisme. Et je pense que ça abîme la démocratie. Regardez, pour le peu de militants qui restent, nous, on est encore le premier parti militant, LR, 80 000 militants, c'est pas rien. Vous imaginez lorsqu'ils ont fait des campagnes des uns et des autres pour faire en sorte qu'ils puissent faire le meilleur score et qu'ils se sentent trahis. Oui, mais par exemple, quand Rachida Dati quitte LR, enfin elle quitte pas LR, elle est obligée de quitter LR et rejoint la majorité. Dans tous les cas, rejoint le gouvernement. Elle n'a pas rejoint la majorité d'ailleurs. C'est assez intéressant. N'est-ce pas une reconnaissance du travail des Républicains? Non, Bruno Retailleau, vous le savez bien. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de nous tuer. Et donc elle y participe. Ouais. La réalité, elle est là. Croyez-vous que Emmanuel Macron choisisse Rachida Dati Pas pour ses qualités. Elle ne la choisit pas pour ses qualités. Vous sous-entendez qu'elle n'en a pas, quoi, ou que... chacun des qualités, bien évidemment, oui, elle comme d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que le choix d'Emmanuel Macron est un choix politicien, de nous affaiblir. Et en disant oui, elle y participe. Mais c'est d'une telle évidence. C'est pour ça que je dis que le débauchage n'est pas un projet politique. Bon, François Bayrou, lui... voulait peut-être entrer au gouvernement, mais il a refusé d'entrer au gouvernement. Selon lui, je n'étais pas, ce qu'il a dit, je n'étais pas en accord avec la politique suivie, qui serait suivie par le Premier ministre Gabriel Attal. Sous-entendu, on m'a proposé le poste où je voulais être ministre de l'Éducation nationale, je n'étais pas en accord avec les choix de Gabriel Attal. Ça vous étonne, cette position de François Bayrou? Non, mais c'est un fait qui, sans doute, dans quelques mois, peut-être dans quelques années, marquera une rupture dans le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Pourquoi? C'est pourquoi, oui. Parce que, vous l'avez dit, les mots sont très durs. Oui. Pas d'accord profond sur la politique à suivre. Donc un désaccord profond, finalement, et une humiliation. Et pour le Béarnais, comme vous le connaissez, comme je le connais, très susceptible, ces mots-là ont été choisis, il connaît bien la langue française, et ce sont des mots de rupture. Pourquoi je parle de rupture? Parce qu'aujourd'hui, ça sent la fin de règne. Ça sent la fin de règne pour Emmanuel Macron, parce qu'il a déjà, dans l'Assemblée nationale, une majorité relative. Et voilà qu'elle se fissure. Bien sûr, ils vont pas quitter, parce que c'est confortable. Il y a quelques Marocains, parce que s'abriter sous l'ombrelle chaude du pouvoir, ça présente des avantages. Mais dès qu'il y aura une difficulté, ils feront sécession. Ce qui veut dire que, et je vous l'annonce à ce micro, c'est la fin. C'est la fin, finalement, du quinquennat d'Emmanuel Macron, dans la mesure où aucune politique... C'est aujourd'hui, là, en ce moment, la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Je pense que, désormais, il ne pourra plus conduire aucune politique courageuse, de rupture, de vraies réformes, au moment où la France en a besoin. Regardez la situation budgétaire. On est au bord de la faillite. Je vais y venir. Voilà. Regardez la situation, y compris dans un certain nombre de quartiers. L'antisémitisme, on était hier tous, on a communié, il a fait un très beau discours d'ailleurs. Je le reconnais, il a été à la hauteur de cet événement. Mais cet événement cache aussi l'importation de cette guerre au Proche-Orient, en France même. Donc au moment où la France a des défis à relever,
on n'a toujours pas un gouvernement complet, et 2, la petite majorité de l'Assemblée nationale se fissure. Mais 2 choses, Bruno Retailleau. Est-ce que ça ne montre pas aussi l'autorité du Premier ministre, l'autorité de Gabriel Attal? Ce que vous voulez dire par là, là encore, la suite nous le dira, nous le confirmera peut-être, ou nous l'affirmera. C'est que finalement, il y a peut-être là le germe aussi d'une autre rupture, d'une dissension entre le président de la République et le Premier ministre. Moi, je n'y crois pas. Parce que je pense que sous la 5e... Mais y a-t-il un glissement à droite, selon vous? Est-ce qu'il y a, dans les choix annoncés, après le discours de Gabriel Attal, après les premières décisions, est-ce qu'il y a un glissement à droite? Dans les premières décisions, je ne les vois pas. Dans le discours de politique générale, et j'ai répondu d'ailleurs au Premier ministre au Sénat, il y a incontestablement une ligne mélodique. Il y a des mots qui sont à droite. Mais voyez, ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est une approche de la politique par le petit bout de la lorgnette. Je vais prendre un exemple pour que les auditeurs comprennent bien sur la santé. Croyez-vous qu'en instaurant une taxe lapin, la fameuse taxe où lorsque quelqu'un prend un rendez-vous qui ne l'honore pas auprès d'un médecin, on le taxe. D'ailleurs, le Sénat l'avait proposé dans le cadre du PLFSS. Mais vous êtes contre cette taxe ? Non, on l'a voté, vous voyez. Mais je sais bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est très ponctuel. C'est pas comme ça qu'on réforme. Pareil, lorsque vous allez envoyer un émissaire pour piller les pays qui sont en voie de développement de leurs médecins. Mais c'est mal vis-à-vis d'eux, et c'est pas ce qui va nous résoudre les choses. Donc tout était vu avec cette espèce d'horizon très bas finalement, par le petit bout de la lorgnette. Donc je ne vois aucun nouveau principe. Au moment où je vous dis que la France est menacée, il faut changer de cadre. Moi je crois qu'on est au bout du système. Il est jeune pourtant. Il est jeune, il nous a dit, il a commencé par sa jeunesse, en disant « Je suis né en 89 ». Ah ben très bien, aie l'audace de ta jeunesse. Réforme, change les principes. Arrête la vieille politique qui est en train de couler la France. Pas seulement d'ailleurs depuis ce quinquennat, depuis d'autres quinquennats aussi. Il ne le fait pas. Parce qu'il est prisonnier du bilan. Il a mis 20 minutes pour justifier le bilan d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, en vantant même le réarmement économique que le président de la République a essayé de nous vendre au moment de ses vœux. Où est le réarmement économique? Ça relève d'une hallucination. J'imagine que le 31 décembre, le président de la République avait sans doute dû festoyer un peu trop tôt. C'est une hallucination de parler de réarmement économique aujourd'hui. Bruno Retailleau, donc vous dites c'est un tournant, c'est même peut-être la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut dire que la majorité aujourd'hui est à l'arrêt ? La majorité est fissurée. Pour bien comprendre la géographie politique du pays, on a une Assemblée nationale. On l'a vu, qui est en partie zadifiée par l'extrême gauche, mais surtout, il y a un fait. Et le fait, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue dans la Ve République qui nécessite... Et personne n'a la majorité. Le fait, exactement. Mais voilà que cette petite majorité, seulement relative, est en train de se fissurer. Parce que vous avez parlé de François Bayrou. On pourrait aussi parler d'Horizon. D'Édouard Philippe. Bien sûr. Vous pensez qu'Édouard Philippe est dans le même état d'esprit que François Bayrou ? Je pense qu'il est dans un état d'esprit très voisin. Bien sûr, les deux se parlent. Mais vous voyez, ça c'est la politique politicienne. Moi, ce que je veux, c'est que, encore une fois, on parlera du budget, on parlera de l'autorité, on parlera peut-être de l'islamisme. On a encore dans le Val d'Oise une étude qui révèle que dans 55 établissements, il y a des faits de sécession islamiste. Donc, on peut parler de la baya. Et pour l'instant, sur le terrain, tout continue comme avant. Tout. Bruno Retailleau, sondage IFOP pour Valeurs Actuelles. Si l'on votait maintenant à la présidentielle, Marine Le Pen ferait jeu égal avec Édouard Philippe, battrait d'un point Gabriel Attal et très largement Jean-Luc Mélenchon. Ça vous inquiète ou pas ? Bien sûr, mais ça ne me surprend pas. Parce que on parlait tout à l'heure de la composition du gouvernement. Oui. Mais il y a pire que la composition. C'est les moyens que peut se donner un gouvernement de gouverner. Il n'y a plus de moyens budgétaires. On est au bord de la faillite. Alors que pour la transition démographique, le vieillissement, la dénatalité, pour la transition écologique, pour la géopolitique, il faut se réarmer. Et on n'a plus de marge de manœuvre. Regardez sur l'aspect immigration. Notre souveraineté juridique. Regardez le double langage, le cynisme d'Emmanuel Macron. Quand il encourageait sa majorité à voter le texte que nous avions remodelé sur l'immigration, qui était pour la première fois en France une vraie politique de fermeté pour reprendre le contrôle de l'immigration, eh bien, d'un côté, il disait à sa majorité
voter ce texte, et de l'autre côté, il faisait des clins d'œil appuyés au Conseil constitutionnel pour vider de tout son sens cette loi. Mais comment exister quand on est LR aujourd'hui ? Je regardais tous les sondages. Laurent Wauquiez, premier tour de 4,5 à 5,5%. Vous avez déjà plusieurs candidats, en plus, à la présidentielle. Ben oui, ça vous fait sourire. Mais c'est une marque de fabrique chez vous. Je vois Xavier Bertrand qui s'est déjà déclaré, Laurent Wauquiez, évidemment, qui est candidat, David Lisnard qui pense être candidat, peut-être vous. En 2027. Non, je n'y pense pas. Vous n'y pensez pas. Vous ne serez pas candidat en 2027. Je n'y pense pas. Il y en a beaucoup déjà. Voyez. Vous en avez déjà beaucoup. Non, mais je ne veux pas ajouter à la division. 4,5%, ça fait beaucoup. C'est pas mon projet. Ça n'est pas. Non, bien sûr. Bien sûr. Mais alors, comment faire pour exister, justement ? Mais justement, moi, je pense qu'on est. Je pense qu'on va vivre. Que proposer pour exister aujourd'hui ? Mais justement, proposer des solutions pour la France. Oui. Et quand je vous disais que il faut changer totalement de cadre, ça n'est pas Marine Le Pen qui changera de cadre. Je vais vous prendre un exemple d'ailleurs. Changer de cadre pour moi, je pense qu'on a un système social qui est généreux, bien on y tient. Sauf que notre système social est devenu déséquilibré. Pourquoi il y a toujours plus des droits, il y a moins de devoirs. D'où c'est le Sénat qui a proposé les 15 heures de contrepartie au RSA. Qu'est-ce qu'a fait Madame Le Pen ? Elle a voté contre. Qu'est-ce que faisait Monsieur Bardella en Europe ? Lorsque, courageusement, notre chef de délégation, c'est-à-dire François-Xavier Bellamy, poussait la taxe carbone aux frontières pour taxer les produits chinois qui sont fabriqués dans des conditions, notamment de dumping environnemental et social. Il proposait une taxe carbone. Monsieur Bardella a voté contre. Contre aussi les moyens qu'on voulait attribuer à Frontex pour garder les frontières extérieures. C'est une illusion, Marine Le Pen. Mais c'est de la démagogie. Mais bien sûr. Demain, si elle sent, elle changera de chemise, de costume, quand elle sentira que le vent tourne à droite, à gauche, peu importe. Mais on ne peut pas, comme dit Monsieur Bardella, vouloir une stratégie de puissance avec le programme économique de Monsieur Mélenchon. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que pour être à droite et pour être reconnu, il va falloir changer de logiciel. Il faut abandonner les vieux cadres, les vieilles idées, créer de nouveaux principes. Je vous parlais à l'instant du modèle social. Les droits et les devoirs. Être beaucoup plus exigeant. Je suis, moi, pour une allocation sociale unique où on fusionnerait toutes les allocations pour caper à 70 ou 75% du SMIC pour qu'il y ait une vraie différence entre le revenu du travail, le revenu d'assistance. Un autre sujet. On a appris que hier, la justice avait libéré un type très dangereux qui est rentré dans une maternelle et avec deux lames de cutter. Et le type est libéré en fin de soirée. Là, c'est pareil. Que ce soit la politique pénale de Mme Belloubet ou de M. Dupond-Moretti, c'est la même chose. C'est une politique pénale de gauche. Vous aurez beau avoir toujours plus de gendarmes, toujours plus de policiers, si vous ne faites pas une révolution pénale, c'est-à-dire une politique pénale pour la victime et non pas seulement pour l'auteur, où on lui trouve des circonstances atténuantes. Ça veut dire des courtes peines, ça veut dire des peines minimales, ça veut dire changer radicalement, par exemple, de cadre aussi pour la justice pénale des mineurs. Voilà, tant qu'on fait pas ça, et tant que la droite ne proposera pas cela, moi je m'échine depuis des années à dire à mes propres amis, j'ai écrit un livre qui s'appelle Refondation. Il faut se refonder, il faut reproposer aux Français quelque chose de neuf. Et on a une chance. C'est la fin d'Emmanuel Macron. C'est la fin, pas seulement à cause de lui, puisqu'il ne peut pas se représenter. Donc quelque chose de nouveau va arriver, et en plus on vit dans un monde qui exige des nouvelles solutions. On les a, ces solutions. Il faut que quelqu'un incarne. Alors, vous avez raison. Ce renouveau. Oui, vous avez raison. Alors, je ne vois, pardon, mais qui peut incarner ce renouveau ? Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes un observateur, vous êtes un acteur de la vie politique. Merci quand même. Bon. Plus qu'un observateur, un acteur important de la vie politique. Vous présidez le principal groupe au Sénat. C'est vrai. Bon. Je me bats. Regardez sur la loi immigration, croyez-moi, tous les jours, et je propose, et je donne des solutions nouvelles. Mais vous dites, bien sûr, il faut une incarnation. Mais de grâce, d'abord le projet, d'abord les idées. Nous, la droite, on a pâti de quelque chose. C'est qu'on est perpétuellement en quête de l'homme providentiel. Bien sûr, il y a Charles de Gaulle, mais il se désigne. Pas des Charles de Gaulle. Xavier Bertrand s'est désigné, d'autres se désignent. Il faudra trancher. Éric Ciotti, on le sait, a désigné Laurent Wauquiez. Précisément. Dans votre groupe, tout le monde se désigne. Voilà, on s'auto-désigne, mais ça marche pas comme ça. Oui, ça marche pas comme ça. Puis je vais vous dire, si tout ce petit monde est à 4 ou 5%, est-ce qu'ils iront vraiment jusqu'au bout ? Donc moi, ce que je dis, c'est que pour le moment, il faut impérativement avoir de nouvelles idées, de nouvelles propositions. Le temps d'incarnation, c'est après. On met pas la charrue avant les bœufs. Voilà. Mais entre Édouard Philippe et Marine Le Pen, vous choisissez qui ?
Alors, je pense qu'Édouard Philippe, à condition qu'il ait un vrai projet, comme je vous le disais, pour la France. Moi, ce qui m'importe, je ne crois pas du tout, vous l'avez compris, je l'ai dit, au projet de Madame Le Pen, démagogique, etc. Mais je veux, moi, un candidat, et j'espère que ce candidat sera un de ceux que vous avez désignés tout à l'heure du camp LR, pour porter nos propres idées, des solutions nouvelles et disruptives. Et pardon, parce que je suis ici en face d'un journaliste talentueux, etc. Mais abandonnons le politiquement correct. Voilà, quand il faut faire des... Voilà, c'est ce qu'on a fait pour la loi immigration. On était critiqués parce qu'on a dit « Ah non, mais les prestations sociales, vous vous rendez compte, il faut attendre 5 ans pour... » Non, mais moi je suis fier de la loi immigration. L'AME, est-ce que Gabriel Attal vous a trahi? Oui, c'est une forme... Bon, non, mais je fais attention aux grands mots. Il a préféré mépriser le Parlement. Il y avait 2 voies possibles. Vous avez été dupé? Il y avait 2 voies possibles. Il y avait la voie réglementaire, il y avait la voie législative. Une fois de plus, mais ça c'est Emmanuel Macron. On se passe du Parlement. Le Parlement, vous vous rendez compte, la loi, je voudrais que les auditeurs le comprennent bien. La loi qui a été promulguée par le président de la République n'avait aucune majorité, ni au Sénat, ni à l'Assemblée. Donc la loi promulguée est en quelque sorte antidémocratique. Elle n'avait aucune chance d'être votée. Et la loi qui était censurée par le Conseil constitutionnel, cette loi avait été approuvée très très majoritairement, et au Sénat et à l'Assemblée. La crise démocratique, elle est là. Quand les gens voient que ça n'est plus ceux qui ont été élus qui font la loi, mais ceux qui ont été nommés. Crise démocratique, et aujourd'hui, avec M. Bayrou, et cette fissure, cette rupture dans la majorité présidentielle, on y ajoute une crise politique. C'est grave. Sur l'AME, réforme avant l'été, mais par voie réglementaire. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et ils ne bougeront rien. Sur le rapport. Ils ne bougeront rien. Cette loi, Évin Stefanini. Bien sûr, oui. Je vous vois venir. Oui. Bien sûr. Bon, d'accord. La constitutionnalisation de l'IVG. Large adoption la semaine dernière à l'Assemblée nationale, au Sénat, le 28, je crois. 28 février au Sénat. 28 février. Que ferez-vous ? Moi, je suis, comme Gérard Larcher, comme Hervé Marseille d'ailleurs, contre cette constitutionnalisation pour plusieurs raisons. La première, personne ne menace la loi Veil. Aujourd'hui ? Oui, non, bien sûr. C'est un débat qui nous vient des États-Unis. Bon, mais aujourd'hui... Elle est menacée aux États-Unis. Mais aujourd'hui, mieux en France, le Conseil constitutionnel, on en parlait il y a quelques instants, en 2021, par sa décision du 27 juin, a constitutionnalisé en quelque sorte, puisqu'il a dit c'est une liberté importante pour les femmes, une liberté fondamentale reliée à l'article 2 de la Déclaration du droit de l'homme et du citoyen. Donc ça c'est une forme de constitutionnalisation. Deuxième chose, la Constitution, c'est pas un catalogue de droits sociétaux. Ça veut dire qu'il faudra constitutionnaliser le droit au logement. Dans la Constitution, il serait inscrit la liberté garantie. Le mot est important, c'est le mot sur lequel vous tiquez. Oui. La liberté garantie de la femme à mettre fin à sa grossesse. Oui, mais... Vous ne voulez pas lui garantir cette liberté ? Si, elle est garantie. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'an dernier, il n'y a jamais eu autant d'avortements en France. Jamais. Donc, on voit bien qu'on est sur du symbolique. Ce que je crains, moi, sur les lois sociétales. Les lois sociétales ont toujours le même processus. On entrebâille la porte, c'est-à-dire qu'on va constitutionnaliser, par exemple, l'IVG, et petit à petit, la porte s'ouvre. Je voudrais je vais vous expliquer justement la loi Veil. Vous savez que Simone Veil, Nicolas Sarkozy, en 2008, lui demande de présider un comité pour voir s'il fallait changer le préambule de la Constitution. Elle s'est déclarée opposée à l'entrée, justement, de l'IVG, des droits sociétaux dans la Constitution. Ce que je crains, c'est que pour une partie les plus militantes, qui ont un agenda politique, la loi Veil avait un équilibre entre la liberté de la femme et la protection de la vie de l'enfant à naître. Et ce que je crains, moi, c'est que demain, le processus d'entrebâillement de la porte nous conduise à ne retenir qu'une liberté sans la contrepartie. Voilà. Je me souviens qu'au moment, il y a très peu de temps, d'une révision constitutionnelle qui a été interrompue, des députés d'extrême gauche et Renaissance avaient voté la possibilité d'avorter jusqu'au terme, jusqu'à 9 mois, dès lors que la maman présentait un trouble psychosocial.
Bruno Retailleau, hier, l'hommage aux 42 victimes françaises du massacre perpétré par le Hamas. Le 7 octobre, Emmanuel Macron a dénoncé le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Vous avez souligné la qualité du discours d'Emmanuel Macron. Une image a été très commentée, c'est celle de Meyer Habib, député apparenté LR, en colère contre la présence de Manuel Bompard. Il lui dit, puis il se tourne et embrasse Jordan Bardella. Un commentaire, non ? Rien à dire là-dessus. Si, il est apparenté LR, Meyer Habib. Non, mais Meyer Habib, c'est un ami. Donc, oui. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y avait une indécence à ce que ces députés LFI soient dans la cour des Invalides. Parce que ils ont une responsabilité dans l'antisémitisme en France aujourd'hui, parce que en réalité, cet antisémitisme prospère derrière l'antisionisme. Voilà. Yankelevitch avait très bien dit. Il avait dit voilà, l'antisionisme, c'est une forme de paravent à l'antisémitisme, à la haine du juif. Et aujourd'hui, malheureusement, sans doute d'ailleurs, pour des raisons électoralistes, parce qu'on le voit bien, M. Mélenchon drague le vote musulman. Mais ce qui est excessivement grave, et quand on sait qu'en 3 mois, un peu plus de 3 mois, on a eu autant d'actes antisémites que dans les 3 dernières années. Il y a eu une explosion. Et pas une explosion à partir du moment où Tsahal est entré dans Gaza. Dès le premier jour, enfin, dès le jour suivant, après le 7 octobre. Et là, je pense que, on le voit là, il y a l'antisémitisme aujourd'hui en France, il a mué. Il a muté. Il était de l'extrême droite, il y a sans doute une partie racornie de l'extrême droite toujours sur ce vieil antisémitisme. Mais aujourd'hui, il est propagé par les islamo-gauchistes, par des populations qui viennent d'ailleurs de l'immigration, de l'ère arabo-musulmane, et qui malheureusement importent le conflit israélo-palestinien en France. Je vais terminer avec les révélations du Canard enchaîné hier. Mais que se passe-t-il au Sénat, Bruno Retailleau? Voilà une vidéo qui montre un sénateur en plein débat dans son bureau. Ça vous fait sourire, mais est-ce que ça fait sourire les sénateurs? Non, mais comment l'avez-vous? D'abord, est-ce que vous connaissez ce médecin, et est-ce que vous connaissiez cette assistante médicale? C'est un bon médecin. Bon, il est parti là. Le Sénat là. C'est une histoire de corne-cul. L'a expulsé. C'est une histoire de corne-cul. C'est quoi l'histoire? Attendez, moi, pour le peu que j'en sache, d'abord, c'est que Gérard Larcher, je veux rétablir la vérité, dès qu'il a été mis au courant d'un certain nombre... Il paraît qu'il était au courant, qu'il a essayé d'étouffer l'affaire. C'est vrai ou pas? Mais pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, les affaires sont disjointes. Le licenciement du médecin n'a rien à voir avec l'affaire de la sextape. Mais absolument rien à voir. Et dès lors qu'il a fallu prendre des décisions, Gérard Larcher et l'administration du Sénat, je n'en fais pas partie parce que je suis chef de groupe, je suis totalement solidaire, ont pris les décisions qu'il fallait prendre au bon moment. Il y a 2 affaires séparées. La sextape, elle est entre adultes consentants. On va bien voir si il y a une procédure ou pas là-dessus. Il y a eu chantage de la jeune femme qui, du coup, a été augmentée quand même largement de 40 ou 45%. On va bien voir ce qu'il en sera. Elle aurait d'autres vidéos, je ne sais pas moi. Mais attendez, c'est ce que j'ai lu dans le Canard enchaîné. Si vous avez un tuyau. Non, j'ai pas de tuyau. Le licenciement du médecin repose sur un certain nombre de faits qui tiennent à sa pratique et au non-respect de son contrat. Et l'affaire de la vidéo, c'est autre chose. Je n'en sais pas plus que vous. Il y aura des suites contre le sénateur en question. Je ne vais pas donner son nom, même s'il a circulé partout. Non, mais il y a une enquête administrative. Une enquête administrative. Ah bah, évidemment, attendez, là, je me plains suffisamment de cette espèce de fausse justice par les réseaux sociaux. Non, on enquête et on regarde les faits et ensuite on en déduit, on ne condamne pas les gens et en plus pour l'instant, ça le regarde. Il y a 2 adultes consentants. On verra s'il y a eu un certain nombre d'autres implications. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Bien, merci Bruno Retailleau d'être venu nous voir. 8h57, vous êtes sur Sud Radio. 0826 300 300, évidemment, pour réagir à tout ce que vous avez entendu et à l'actualité plus largement.